Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc sur ce webinaire. On va parler aujourd'hui de l'accompagnement de la femme, donc depuis le désir de grossesse jusqu'au postpartum. Et pour ça, on a la chance aujourd'hui d'être accompagnée de Laura Amar, qui est docteure en pharmacie, formée en naturopathie, en santé féminine et pédiatrie. Donc bonjour Laura, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour à vous tous et c'est un réel plaisir d'être là. Alors, aujourd'hui, sans plus attendre, l'agenda. On va dans un premier temps parler de micronutrition et de fertilité. Donc, en quoi la nutrition est importante dans le projet de conception. Ensuite, la période vraiment de la grossesse, micronutrition et grossesse. Et ensuite, donc, au postpartum, l'importance toujours de la micronutrition après la grossesse. Hop. Pour ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement de Livestorm, je le répète, vous pouvez nous envoyer des messages dans le chat. Donc, en bas à droite, vous avez la petite bulle du chat. Et on a Léa, donc de l'équipe Compliment, qui est avec nous aujourd'hui pour répondre à toutes vos questions, si c'est sur les fonctionnalités, s'il y a des problèmes lors de la présentation au niveau des micros ou autres. N'hésitez pas. Pour toutes vos questions, ça sera dans la rubrique questions principalement. On prend 15 minutes à la fin pour répondre bien à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas tout au long du webinaire à les poser. Donc, il n'y aura pas de sondage spécifique aujourd'hui, mais voilà. Alors, normalement, je vais juste retirer des personnes qui allument leur caméra. Je suis désolée, normalement, la fonctionnalité n'est pas ouverte. Mais ça fait toujours plaisir de voir les participants. Ouais. Donc voilà, pour rappel, le webinaire est proposé par Compliment Pro et pour le replay, donc ça sera disponible directement sur l'Académie Compliment. Donc ça, c'est depuis la plateforme Compliment Pro. Pour ceux qui ne sont pas encore présents sur Compliment Pro, vous pouvez vous inscrire, ça prend une petite minute. Et puis de là, vous aurez donc bien accès à tous les replays des formations, des webinaires. Léa, je pense, va vous partager le lien dans le chat. Donc voilà, sans plus attendre, je vous laisse la parole, Laura, et je vais couper caméra et micro de mon côté. Merci beaucoup. Alors, donc, bonjour à tous. Je m'appelle Laura Amar, je suis docteure en pharmacie et j'ai poursuivi par la suite mes études en naturopathie, santé féminine et pédiatrique. Et donc, je suis ravie aujourd'hui de vous parler d'un sujet qui est essentiel au bien-être de la future maman et de son bébé. Donc, c'est l'alimentation, micronutrition et macronutriments indispensables dès le désir de grossesse jusqu'au postpartum. On commence par la micronutrition et la fertilité. On sait que les besoins nutritionnels vont augmenter immédiatement dès la conception. Donc, il est nécessaire que dès qu'on a ce projet grossesse qui est en tête, d'avoir des apports nutritionnels qui vont permettre de remplir ces besoins qui vont être très vite importants. Et pour ça, il faut que la future maman ait une alimentation équilibrée, mais on va voir que parfois, ce n'est pas suffisant. Donc, on sait qu'un statut nutritionnel va venir influencer la qualité de l'ovulation, le développement embryonnaire et le déroulement de la grossesse. Dans 46% des cas d'infertilité, il est en cause la nutrition qui n'est pas adéquate. Donc, c'est quand même pas négligeable. C'est vrai qu'en tant que thérapeute, il est important, la première chose, d'aller regarder l'assiette de la future maman. Rentrons donc un peu plus dans l'assiette. On a les lipides qui sont donc les bonnes graisses qui sont indispensables. Il ne faut absolument pas les rejeter. Elles vont être les matières premières pour la production d'hormones sexuelles. Elles vont permettre de réduire l'inflammation et donc de favoriser l'équilibre hormonal. Elles vont influencer aussi la qualité des ovocytes, la morphologie de l'embryon et le développement du système nerveux central. Donc, clairement, elles sont indispensables. On parle vraiment des bonnes graisses. On verra un petit peu plus tard, plus en détail, laquelle en particulier. Pour les protéines, pareil, les protéines sont indispensables. Pourquoi? Parce qu'elles permettent d'apporter des acides aminés qui vont être cruciaux pour le métabolisme des hormones, pour la fertilité et la régulation de la glycémie. On sait qu'une consommation trop basse en protéines, ça peut être un risque trop important de problèmes d'ovulation. Aussi, on le sait, c'est pas nouveau, il faut des fruits et des légumes variés. Pourquoi? Parce que déjà, évidemment, c'est un apport en vitamines, mais aussi en antioxydants, et le tout, en fait, ça va permettre d'apporter des nutriments pour l'équilibre hormonal. Enfin, un point important et non négligeable, c'est la glycémie équilibrée.
Il faut absolument avoir des apports glucidiques qui soient plutôt stables en évitant les sucres trop rapides et donc qui pourraient créer une glycémie trop élevée. Et là, en période de conception, avoir des troubles de l'ovulation et des défauts de maturation des ovocytes. Rentrons un petit peu plus dans le vif du sujet avec les micronutriments qui vont être indispensables en période de conception. Les vitamines B9, aussi appelées donc les folates, qui sont indispensables et d'après la Haute Autorité de Santé, il faut une supplémentation systématique de 400 microgrammes par jour. Et cela au moins 4 semaines avant la conception et jusqu'à 8 semaines après. Donc il s'avère que dès qu'on a un projet bébé, le médecin, la sage-femme ou le gynécologue va lui proposer la prise de ce fameux acide folique dont on va voir juste après. On sait que la prise de ces folates va permettre de réduire le risque de l'anomalie de la fermeture du tube neural qui va se produire vraiment dans les premiers jours de la vie du petit fœtus. Et donc, ça va atteindre soit le cerveau, la colonne vertébrale et ou la moelle épinière et ça permet de réduire jusqu'à 70% de ce risque. Donc, ce n'est pas négligeable. La problématique qui se pose autour, le vrai sujet, c'est qu'il existe 2 formes de vitamine B9. On a cette fameuse acide folique qui est extrêmement prescrite et encore aujourd'hui la plus courante, et on a les folates. Les folates, c'est donc la forme active. Cet acide folique, lui, quand on le prend, il n'est pas actif. Et pour être activé, il va devoir passer par par l'activation et donc l'utilisation d'une enzyme. C'est un mécanisme qui est lent, saturable de conversion, et donc on sait aussi que 60% des femmes ont une mutation qui empêche cette conversion. Ça veut dire que la femme va prendre son acide folique quotidiennement pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois avant la conception, et pour autant, il ne va pas être actif. Et ça, on ne le saura pas. Donc, ça peut avoir des conséquences. Alors, pour faciliter les choses, on va aller directement, et c'est ce que je conseille vraiment, c'est ce qu'on conseille de plus en plus, c'est d'aller vers une forme qui soit déjà activée, en l'occurrence le méthylfolate. Et donc là, on n'a pas besoin de l'intervention d'aucune enzyme et on peut le trouver dans des compléments qui sont à base d'extrait de citron, d'épinard ou la forme brevetée qui est le quatré-folique. La choline, qui est donc un cycle qui est quand même lié avec les folates, on sait qu'aujourd'hui c'est reconnu comme un nutriment essentiel par l'Institut de médecine depuis seulement 1998, donc c'est assez récent, et qu'il a un rôle central en période de conception, et on va voir aussi en début de grossesse, puisqu'il contribue à diminuer le niveau d'homocystéine, qu'il a aussi une action. On sait, il est complémentaire, il permet la réduction du risque d'anomalie du tube neural à 51% quand on a des apports qui sont égaux ou supérieurs aux recommandations, c'est-à-dire, en l'occurrence là, en période de préconception, de 400 microgrammes par jour. Donc la choline, on va la retrouver dans les œufs, mais il s'avère qu'on sait qu'on a une consommation qui n'est pas suffisante. Donc il va falloir sûrement apporter en supplémentation. Quand je vous parlais tout à l'heure des lipides, on va parler plus en détail du DHA. Ce DHA, en l'occurrence les oméga 3 polyinsaturés, ils ont vraiment beaucoup d'effets positifs, et cela jusqu'au postpartum. Il va augmenter la glaire cervicale. Donc la glaire cervicale, c'est ce liquide qui est sécrété au niveau de l'utérus sous l'effet des oestrogènes et qui va permettre donc la migration du spermatozoïde jusqu'à la rencontre de l'ovule. Et c'est indispensable aussi donc pour la fertilité, mais il va participer aussi à la fluidité des membranes des ovocytes, à l'embryon de meilleure qualité, un risque moindre d'absence d'ovulation et surtout, on sait que dans la deuxième partie, donc après l'ovulation, ça s'appelle la phase lutéale, elle doit être plus importante avec un taux de progestérone qui doit être assez important pour favoriser l'implantation de l'embryon. Eh bien, il a un rôle sur tout ça. Donc, il faut absolument apporter du DHA par l'alimentation. Et donc, si ça ne suffit pas, en supplémentation. Le zinc, pour le coup, le zinc, c'est aussi quelque chose dont on ne parle pas assez, comme de l'iode. Le zinc, lui, il a une action sur la qualité des ovocytes, sur l'équilibre hormonal, et on sait que 9% des couples qui sont en problème d'infertilité, c'est dû à une carence en zinc. Donc, ça peut être rectifié assez facilement. Il faut vraiment donc aller chercher ces potentielles carences.
En l'iode, c'est vraiment une problématique puisque on ne va pas aller chercher suffisamment cette potentielle carence en iode. Une future femme qui veut devenir, donc qui a un projet bébé et a peut-être un problème euh, euh, au niveau de la thyroïde qui n'a pas été bien diagnostiqué, pour autant, une carence en iode va avoir des conséquences il va protéger les ovaires, il va permettre le bon fonctionnement de la thyroïde, et on sait que la thyroïde, c'est quand même celle qui règle un petit peu tout le corps, et il va permettre l'implantation et le développement du bébé. Le magnésium, lui, il intervient dans plus de 300 réactions métaboliques, donc il est indispensable. On le connaît principalement pour son effet sur le cortisol et donc diminuer le stress. On sait que trop de stress est un frein à la grossesse, donc il va avoir ce rôle-là qui est indispensable. Il y en a d'autres. Il va permettre de réguler l'équilibre hormonal, le fonctionnement du foie qui est un lieu de synthèse et de stockage quand même, donc la régulation hormonale. Et il va permettre de réguler le cholestérol qui, lui aussi, a une action sur les hormones reproductrices. Ensuite, on a la vitamine B6 qui intervient dans la production de progestérone, donc indispensable pour l'implantation et favoriser la grossesse, et l'équilibre hormonal. La vitamine C, elle agit sur la production de glaire cervicale, la production de progestérone et la qualité des ovules. La vitamine D, on sait en France, on est très souvent carencé en vitamine D, c'est facilement dosable et du coup, on pourra adapter en fonction du dosage une posologie parce qu'on sait que la vitamine D a une action sur la qualité des ovules, sur la fonction ovarienne et sur le développement des follicules. Enfin, le sélénium, qui est donc couplé à l'iode, puisqu'il permet de garder les réserves en iode, il a aussi un rôle essentiel puisqu'il va permettre d'éliminer les métaux lourds. Les métaux lourds comme le mercure et le plomb qu'on peut retrouver dans l'alimentation, comme dans les gros poissons, dans les huîtres ou dans ces choses-là. Et en fait, ça peut être clairement un frein à la fertilité. Voilà. Ça, c'était pour la micronutrition en préconception. Parlons maintenant de la micronutrition pendant la grossesse. Alors, on sait aujourd'hui que l'alimentation, effectivement, il faut qu'elle soit variée et équilibrée. Et il y a un message très fort, c'est qu'il ne faut pas manger 2 fois plus, mais 2 fois mieux. Et ça, on l'entend de plus en plus et c'est important, puisqu'il y a les fameuses injonctions autour de la maman qu'il faut absolument qu'elle mange 2 fois plus. Maintenant, ils sont 2. Ce n'est pas vraiment le cas, et on va voir, puisque l'ANSES a mis en place donc, des quotas de hausse de besoins nutritionnels journaliers. Et en fait, on se rend compte que par rapport à une femme qui ne serait pas enceinte, au premier trimestre, il faudrait une augmentation de 70 calories par jour. Au deuxième trimestre, une augmentation de 260 calories par jour. Et enfin, le troisième trimestre, et c'est là où c'est vraiment le plus significatif, une augmentation de 500 calories par jour. Je dirais même que c'est surtout dans le dernier mois de grossesse où les besoins nutritionnels de la maman, mais surtout du bébé, sont très importants et le bébé, lui, va venir piocher tout ce qu'il peut prendre et c'est la maman qui risque d'être carencée en premier. Donc, il faut absolument s'assurer d'avoir des apports en macronutriments indispensables et de bonne qualité. Les protéines, on les retrouve ici. Dans le développement du bébé, ils sont indispensables et elles ont un rôle essentiel aussi dans la stabilisation du niveau de sucre dans le sang, ce qui permet de réduire le risque de diabète gestationnel. On sait que aujourd'hui, les apports protéiques réels sont 40 fois supérieurs aux recommandations pour les 20 premières semaines et 70% supérieurs en fin de grossesse. Pour les glucides, on n'a pas de différence entre la femme enceinte et la femme non enceinte. Il faut juste faire attention au taux de sucre sanguin, car le pancréas est déjà bien mobilisé pendant la grossesse. Il ne faut pas le surmobiliser. Et une glycémie trop élevée, c'est vraiment un impact pour la maman et potentiellement pour le bébé qui n'est pas négligeable, qui ne sont pas négligeables. Les lipides, d'après l'ANSES, les lipides doivent représenter 35% de l'apport énergétique total parce qu'on sait que la composition du cerveau du bébé est faite de 60% de gras. Il va falloir lui en fournir pour que la maman elle ait ses besoins et que le bébé puisse se développer
correctement. Il a aussi un rôle de stockage de l'énergie et de composition des cellules du corps. Rentrons plus en détail dans les micronutriments qui vont être indispensables pendant cette grossesse. On retrouve nos folates, les vitamines B9, on est sur une recommandation de 600 microgrammes par jour, dont principalement 400 microgrammes qui doivent être en supplément et donc sous la forme activée qui s'appelle la 5-méthyltétrahydrofolate. On va directement vers cette forme activée pour éviter toute problématique. C'est essentiel à la méthylation. La méthylation, elle va permettre l'activation de gènes, elle va permettre de réparer l'ADN, de développer le système nerveux et de gérer les hormones. Avec d'autres possibilités, d'autres processus. Une carence en folate peut avoir des conséquences vraiment dramatiques puisqu'en fait, donc on a parlé de cette augmentation du risque de malformation au niveau du cerveau, de la colonne vertébrale et de la moelle épinière, ce qu'on appelle la fermeture du tube neural. Et on a une augmentation du risque de fausse couche récurrente. Et c'est là où on pense souvent à potentiellement cette problématique, c'est quand la femme arrive à 1, 2 ou 3 fausses couches et que si un médecin est un peu informé, va aller chercher cette mutation probable en acide folique et aller lui proposer la forme active. Pour éviter tout ça, on va donner la forme active directement. Et on a du coup une augmentation du risque de rupture ou de décollement du placenta. On a bien conscience que ça peut être des conséquences fatales pour le bébé. La choline, on la retrouve ici aussi, surtout en première partie de grossesse, avec donc une augmentation des besoins. On passe de 400 à 480 mg par jour. En France, on sait qu'on a une consommation qui est moyennement 40 fois moins importante que ce qui est recommandé. Donc il faut sensibiliser sur ce sujet-là, puisque c'est important d'avoir un apport en choline. Il permet donc de diminuer le risque d'anomalie du tube neural de 51%, mais il permet aussi de diminuer le taux de cortisol. Et s'il y a une carence en choline, ça va avoir un impact de teneur en folate. Donc c'est important. Une carence en choline va entraîner une diminution des folates aussi de 31%. Donc il faut absolument que la choline soit présente. Et ça va permettre aussi le développement du cerveau et de la mémoire du fœtus. Le DHA est toujours présent plus que jamais, puisqu'on sait qu'on va avoir une diminution de 52% de la concentration maternelle de DHA à la naissance. Donc il faut que la maman ait un stock suffisant et qu'elle ait un apport déjà quotidien, qu'elle puisse le stocker, et qu'à la naissance, on sait qu'il y a un taux qui diminue. Et c'est essentiel au développement normal du cerveau et la vision du fœtus. Une carence en DHA peut entraîner des risques importants de naissance prématurée précoce et une augmentation du risque de dépression du postpartum. Une étude est sortie montrant qu'une femme en postpartum et en dépression du postpartum a... L'étude montre que la dépression du postpartum chez une femme en postpartum est plus importante si elle est en carence de DHA que si elle ne l'est pas. Donc, ça peut être un facteur de risque et un facteur peut-être même déclenchant. Donc, on va s'assurer d'avoir un bon apport en DHA. Et il n'y a pas de risque hémorragique à consommer des omégas au dernier mois de grossesse avec une quantité maximum de 400 microgrammes par jour, contrairement à ce qu'on pourrait entendre. L'iode, donc c'est un indispensable. Pendant la grossesse, il n'est pas rare de voir des femmes avec des pathologies de thyroïde qui se déclarent, parfois même en postpartum, et c'est pas toujours bien diagnostiqué. L'iode est quand même un oligo-élément qui est indispensable pour réguler la croissance, le développement et le métabolisme. Tout ça, c'est régi par les sécrétions donc, thyroïdiennes, les hormones thyroïdiennes. Et on sait qu'on a une augmentation de 50% de la production d'hormones thyroïdiennes en début de grossesse et que c'est à partir du deuxième trimestre qu'on va avoir l'iode qui va passer dans le placenta. Une carence en iode, c'est des risques de déficience intellectuelle légère, pouvant aller à un retard neurologique et physique plus grave et irréversible. C'est ce qu'on appelle le crétinisme, c'est-à-dire une baisse de QI. C'est quelque chose qu'on voit malheureusement de plus en plus et parce qu'on n'a pas un bon accompagnement, un bon diagnostic à ce niveau-là.
Donc, apparition d'un goitre maternel et fœtal. Et on a donc un danger de survie pour le bébé. Donc, c'est clairement pas négligeable. Et si ça peut être même diagnostiqué en préconception, c'est encore mieux. Le sélénium qui est donc couplé à l'iode, comme je vous expliquais tout à l'heure, on sait qu'il permet la synthèse et le métabolisme des hormones thyroïdiennes et en cas de carence, eh bien, ça entraîne un risque plus important de carence en iode. Donc, généralement, l'iode et sélénium sont couplés. Le zinc, qui est toujours présent. Le zinc, lui, on sait que 82% des femmes enceintes dans le monde ont des apports insuffisants en zinc. C'est-à-dire que la femme, en préconception, elle va avoir déjà un statut marginal en zinc qui va faire que pendant la grossesse, elle va venir créer une réelle carence parce que les besoins du fœtus sont élevés et donc une carence maternelle qui va avoir pour conséquence une immunité qui va être affaiblie, des naissances qui vont être prématurées et post-maturées et des retards de croissance intra-utérins. Donc le zinc a vraiment son rôle à tout moment, périconception, grossesse et postpartum. Alors, on retrouve le fer qui fait son apparition. Le fer, on le sait ô combien il est important et on va le voir même jusque après, donc en postpartum, parce qu'on a une consommation qui est augmentée en oxygène pendant la grossesse. Le bébé demande beaucoup et donc il faut des apports adéquats en fer. On sait que une carence légère chez la mère va entraîner que le fer va être prioritaire pour le bébé. Par contre, une carence un peu plus importante, elle va avoir des conséquences qui vont être non négligeables et à plus ou moins long cours pour le fœtus comme pour la maman. Donc, c'est important de doser le fer et après d'adapter en fonction des résultats un apport ou non en fer et avec une forme de fer qui soit vraiment tolérable pour la maman et bien assimilable. Ça, c'est important. Une anémie peut entraîner une augmentation du risque de naissance prématurée, un faible poids de naissance et une anomalie du développement cognitif. Ce n'est pas rien. Et bien évidemment, une diminution des défenses contre les infections. On retrouve notre magnésium qui a toujours un rôle essentiel dans le bon fonctionnement physiologique du cerveau, du cœur et des muscles squelettiques. Une carence augmenterait le risque de prééclampsie et on sait que les femmes atteintes du diabète gestationnel sont souvent carencées en magnésium. Il y a un lien entre les deux. La vitamine B2, chez certaines femmes enceintes, elles ont beaucoup de mal à manger de la viande ou certains produits laitiers, ce qui fait qu'on a un risque de carence en riboflavine qui n'est pas négligeable et ce risque peut entraîner donc une augmentation de risque de prééclampsie. Ça, c'est pour la vitamine B2. On a donc la vitamine B12 qui est aussi indispensable pendant la grossesse avec des besoins qui sont augmentés et qui peuvent aller jusqu'à 4,5 microgrammes par jour. Une carence en cette vitamine B12 entraîne une augmentation du risque de fausses couches précoces et récurrentes, plus des naissances prématurées ou encore des enfants, des bébés qui naissent avec un faible poids de naissance. On a aussi une augmentation du risque d'anomalie du tube neural de 2,5 à 3 fois. Donc, pareil, on va être sur un apport en vitamine B12, d'autant plus si la maman, elle est végane ou végétarienne, ou en tous les cas, elle n'a pas d'apport en protéines animales qui sont quand même la source de vitamine B12 la mieux assimilée. La vitamine D, pareil, je vous rappelle qu'en France, on a des personnes souvent carencées, ce n'est pas rare. Parfois, on donne en systématique une ampoule au 6e mois de grossesse. Je pense qu'il est important de le doser et de voir si déjà on ne peut pas donner du quotidien ou si la maman est vraiment carencée ou pas. En tous les cas, une carence entraînerait une augmentation de la naissance prématurée, des petits âges gestationnels et du rachitisme néonatal. Et bien sûr, ça augmenterait le risque de diabète gestationnel. Pour la vitamine K2, elle est couplée, ça crée une vraie synergie avec la vitamine D, pour la croissance osseuse et la densité minérale osseuse. Donc en fait, les deux, vraiment, elles vont augmenter cette minéralisation osseuse. Voilà un petit résumé de tout ce qu'on a pu voir pour la grossesse
On a donc les nutriments qui vont nécessiter un apport supplémentaire. Alors, tout au long de la grossesse, on va avoir la vitamine B12, la vitamine C, le zinc et le magnésium. Si on rentre un peu plus dans le détail de chaque trimestre, on va avoir indispensable les folates, vitamine B6 et choline en premier trimestre. Le fer et l'iode qui passe le placenta en deuxième trimestre et le sélénium, les deux sont couplés. Et le troisième trimestre, on va avoir la vitamine D3 et la vitamine K2. Après, le fer sera souvent dosé à l'approche de l'accouchement pour s'assurer que la maman ne soit pas anémiée. Certains le feront mensuellement, d'autres vont le diagnostiquer peut-être à la fin. Et donc aussi, c'est important d'avoir ce dosage en fer en fin de grossesse. Parlons maintenant de la micronutrition en postpartum. C'est un sujet important postpartum puisqu'il est souvent trop négligé. Et pour autant, la femme, elle doit absolument être au cœur de cette période-là. Oui, c'est l'accompagnement du bébé et c'est s'occuper de son bébé, mais pour autant, la femme a vécu une grossesse et un accouchement qui a nécessité vraiment l'utilisation de beaucoup de réserves énergétiques et même un investissement émotionnel. Et donc, il va falloir qu'elle se remette physiquement et émotionnellement de ces étapes-là. Et pour ça, il faut une bonne nutrition. Il ne faut absolument pas, et c'est souvent le cas puisqu'on est concentré sur notre bébé, on peut être amené à sauter des repas, à ne pas manger des repas équilibrés, et donc ne pas avoir les bons nutriments, mais on en a besoin pour la réparation, pour soutenir ses tissus, ses os et reconstituer ses réserves. Le risque d'épuisement postnatal peut se produire alors que le corps d'une mère a abandonné ses propres nutriments pour soutenir la croissance de son bébé avant l'accouchement. C'est ce que je vous expliquais. Donc les carences de la mère sont dues au fait qu'il n'y avait pas assez d'apport et ça a été priorisé pour son bébé. Donc elle arrive en postpartum avec déjà des carences éventuelles de la conception et de la grossesse. Donc le postpartum est un moment clé pour la femme pour éviter de sombrer physiquement et émotionnellement. Les premiers jours sont importants et l'assiette et l'alimentation, c'est de toute façon, d'une manière générale, le premier pilier de santé, mais d'autant plus là, dans ces périodes où ce sont des périodes extrêmement importantes dans la vie d'une femme. Les protéines, donc les macronutriments pour soutenir le corps, évidemment, on a les protéines. Les protéines, c'est ce qui va permettre en premier lieu la cicatrisation des tissus endommagés pendant la grossesse et l'accouchement. Ils vont permettre aussi de diminuer l'inflammation. En cas de carence ou de déficit en apport protéiné, on va avoir un retard de cicatrisation et en plus, ça va favoriser une fatigue qui peut être profonde. Le collagène est clairement une source protéine qui est très puissante, qui est très intéressante, surtout là en termes de réparation, et on peut le trouver dans le bouillon d'os. Les glucides, il ne faut pas les négliger. Évidemment, on ne fait pas de régime quand on est postpartum. Les premières semaines, les premiers mois, on ne pense pas faire de régime. Il faut avoir des apports glucidiques adaptés et parce que c'est quand même eux qui apportent l'énergie. Et donc, on va venir reconstituer les réserves en glycogène dans le foie et dans les muscles. Les lipides, on est toujours sur les bons lipides avec les DHA et qui ont un rôle anti-inflammatoire, qui vont permettre le soutien du corps et des tissus. Donc, on va faire aussi un zoom sur les micronutriments qui sont indispensables en postpartum. Et là, on retrouve aussi le fer en première position, puisqu'on le sait, la femme qui accouche, il y a une vraie perte de sang, parfois même des hémorragies post-accouchement. Et le fer a un rôle essentiel, puisqu'on va devoir vraiment, l'OMS recommande une supplémentation en fer ou en fer plus B9 systématique pour diminuer le risque d'anémie. Et l'anémie, elle peut entraîner une augmentation de la fatigue et un risque de dépression du postpartum. Donc il ne faut absolument pas négliger l'apport en fer. La problématique du fer, c'est que souvent, ce sont des formes qui ne sont pas bien tolérées. Et donc les femmes, les mamans, les femmes enceintes, peu importe, le prennent 1, 2, 3 jours et l'arrêtent. Donc c'est notre rôle aussi de leur conseiller des formes qui soient plus assimilables et donc avec moins d'effets secondaires. La cicatrisation, donc ça va passer par plusieurs choses, plusieurs micronutriments. La vitamine C, la cicatrisation donc des plaies après l'accouchement et la synthèse de collagène. La vitamine A pour améliorer la phase inflammatoire précoce de la cicatrisation, la localisation et la stimulation de la réponse immunitaire.
Le zinc, toujours son action sur le système immunitaire et donc va permettre aussi la guérison après l'accouchement et la synthèse des protéines. Vitamine C, vitamine A, zinc dans la cicatrisation. Notre DHA, il est toujours là, du début jusqu'à la fin. On sait, donc les réserves maternelles vont diminuer de 50% dès la naissance et ne se retrouveront que seulement 6 mois après l'accouchement. Donc il faut un apport, et d'autant plus si la maman est allaitante. Une carence en DHA, c'est un risque augmenté, comme je vous expliquais tout à l'heure, de dépression du postpartum. Fer, DHA, ce sont 2 facteurs qu'il faut vraiment vérifier en postpartum. La vitamine D, donc la vitamine D, donc ça permet des récepteurs de vitamine D vont être présents au niveau des neurones et dans des zones du cerveau qui vont être impliquées dans la pathophysiologie de la dépression. En gros, une carence en vitamine D peut être aussi une conséquence non négligeable dans l'apparition de la dépression du postpartum. Il y a plein de critères dans la dépression du postpartum, mais en tous les cas, là, en termes de micronutriments, ça peut jouer un rôle. La vitamine B, donc on a nos folates, biotine, B6, B12. Ils vont contribuer à des fonctions plutôt psychologiques normales et à réduire la fatigue et diminuer le niveau d'homocystéine. Les vitamines B ont une influence importante sur le niveau d'inflammation cardiovasculaire et vont venir réguler le taux d'homocystéine qui lui est pro-inflammatoire. Un petit point sur l'allaitement. L'allaitement, c'est important de se dire que oui, l'allaitement, c'est quand même la meilleure chose pour le bébé, mais il faut s'assurer que la maman apporte aussi tous les nutriments dont a besoin le bébé et elle aussi pour fournir un lait qui soit vraiment riche en nutriments essentiels. Donc c'est indispensable qu'il y ait un apport donc, en DHA, en vitamines liposolubles A, D et E, en vitamine C et en vitamines donc du groupe B, B1, B2, B5, B6, l'apport en iode, en sélénium et en choline. Voilà, il faut vraiment que la maman elle arrive à apporter ça dans son assiette au quotidien ou auquel cas en supplémentation en quotidien. En termes de prise en charge, donc Jolie Mama, c'est une marque, c'est la marque de nutrition pour les futures mamas. Ce sont des produits donc, de nutrition qui vont toucher de la conception à l'allaitement, en passant par la grossesse et le postpartum. C'est un accompagnement qui est très complet, sous forme de snacks gourmands, de boissons ou de compléments alimentaires. Et au-delà de ça, c'est aussi des suivis à travers des consultations, des conférences et des contenus. On est accompagné des meilleurs experts, donc des médecins nutritionnistes, des gynécologues, des diététiciennes, des naturopathes, des nutrithérapeutes. Et bien sûr, la formulation de tous les produits est encadrée par un cabinet de conseil réglementaire et scientifique. Je vous présente ici le Baby Bump, qui est un multivitamine grossesse. C'est pour moi une vraie petite révolution puisqu'il contient, donc c'est un 3 en 1, c'est 16 nutriments dont on a parlé, qui sont tous sous forme bioactive, plus du DHA, plus de la choline. Donc ça veut dire qu'en seulement 2 gélules par jour, on a les apports indispensables, qu'on soit en préconception, en grossesse et même en postpartum. Les gélules sont des gélules duocaps, donc en fait on a une séparation des actifs, on a une première gélule qui contient donc tous les nutriments, choline, et puis on a à l'intérieur une deuxième gélule où il y a le DHA. Cette façon de faire, ça permet de stabiliser le DHA et éviter une oxydation ou autre. Donc c'est formulé avec les formes actifs, avec les actifs les plus efficaces et les plus biodisponibles. Voilà un petit peu la formulation générale. Il y a encore d'autres choses, mais en tous les cas, vous pouvez voir que toutes les formes sont activées. On est sous forme de bisglycinate de zinc, on a du méthylcobalamine, on a le fameux cotréphélique dont je vous disais tout à l'heure, donc qui est la forme active au folate. Voilà, on a vraiment tout ce qui est très complet. Et si on vient voir ici, on sait que le Baby Bump, on va le proposer quand on a une future maman qui est en projet bébé. Il va apporter tous les nutriments essentiels et préparer son corps à l'arrivée d'un bébé. Et il va permettre aussi de combler tous les besoins tout au long de la grossesse. Moi, ce que j'aime proposer, c'est que quand on accouche,
on donne naissance le premier mois, ce qui suit, avant d'avoir cette première consultation avec son médecin, on continue de prendre son multivitaminé qui va venir remplir en DHA, remplir en choline, remplir en iode et tout ce qu'il faut pour la cicatrisation et la réparation dont on a parlé tout à l'heure. Donc là, on est quand même sur des compositions assez intéressantes avec des très très bons dosages qui remplissent et qui répondent bien aux demandes d'apport journalier. Pour continuer la prise en charge, on a aussi donc, le fameux magnésium dont on a parlé de la conception, de la préconception à la grossesse. On sait qu'on est sur un dosage de 300 mg par jour. En fait, le magnésium, on a des fuites quotidiennes, c'est pas stable tout au long de la journée en fonction de ce qu'on vit aussi. Donc, il est intéressant de donner du magnésium un peu tout au long de la journée à raison de 100 mg 3 fois par jour. Et ça, parfois, ça peut être même dans une bouteille d'eau à boire tout au long de la journée. On va privilégier des formes, et ça c'est très important, des formes bisglycinate, des formes glycérophosphate ou des formes citrate de magnésium. Ce sont les trois formes vraiment à privilégier. En termes de choline, on va proposer à la future ou jeune maman de consommer des œufs. Dedans, c'est extrêmement complet. Il y a du DHA, il y a des bonnes protéines, il y a de tout et de la choline. Ou une supplémentation à raison de 250 mg en plus par jour. C'est une consommation en choline déjà existante. En fer, on sait qu'il faut le doser. Le fer, on peut avoir des anémies plus ou moins prononcées, plus ou moins importantes. Donc, il faut absolument doser le fer. La vitamine D, pareil, on va doser la vitamine D ou du moins estimer. Mais bon, c'est toujours mieux de doser et de faire un dosage sanguin, surtout si on fait le fer. On fait une prise de sang un peu globale. Même si la vitamine D n'est plus remboursée, c'est quand même important d'avoir un indicateur de la carence ou non. Le zinc, on est à plus 5 mg par jour, d'autant plus si on a un régime qui est pauvre en viande. La vitamine C, ça va être une supplémentation si la personne n'a pas des apports en fruits et légumes assez journaliers et qu'on a une immunité qui est trop faible. Ensuite, si on est en projet bébé, on va penser au myo-inositol qui permet d'augmenter les chances de grossesse avec un taux qui peut aller jusqu'à 4 grammes par jour. Et enfin, spécifique à la grossesse, c'est un point qui est très important, c'est la prise de probiotiques. Déjà, on a les souches Lactobacillus rhamnosus GG et le Bifidobacterium lactis B12 qui permettent diminution du risque de diabète gestationnel. On a aussi donc le Lactobacillus rhamnosus GG qui va permettre l'enrichissement du microbiote du bébé. Mais aussi, il y a une chose importante, c'est que lorsque le bébé naît par voie basse, il est en contact direct de la flore vaginale de la maman et c'est toujours très intéressant de la préparer, de l'optimiser pour que le bébé naisse déjà avec un premier contact pour développer son microbiote et de façon la plus optimale possible. Voilà. Top. Merci beaucoup Laura, vraiment c'était très clair. Beaucoup de beaux conseils et du coup on a eu beaucoup de questions concernant les replays. Donc, le replay, on répète, sera disponible sur la plateforme La Compliment Pro. On vous partagera également le support parce qu'en effet, c'est quand même plus pratique en consultation s'il faut se référer à toutes les informations que vous nous avez partagées. Donc, pour rappel, Compliment Pro, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir recommander des compléments alimentaires à vos patients. Je vous montre rapidement une vidéo qui expliquera bien mieux que tous mes mots le fonctionnement de Compliment Pro. Je vous partage ça. Facilitez vos prescriptions et améliorez l'adhésion de vos recommandations avec la plateforme Compliment Pro. Selon l'OMS, 50% des patients n'adhèrent pas à leurs recommandations de compléments alimentaires. L'achat n'est pas facile pour le patient qui doit se débrouiller parmi plusieurs laboratoires et bons de prescription. Grâce à la plateforme Compliment Pro, facilitez vos prescriptions. Après avoir établi un diagnostic santé, vous pouvez créer une cure personnalisée de compléments alimentaires en quelques clics. Il vous suffit de sélectionner les produits et les dosages adaptés parmi vos laboratoires préférés. Vous pouvez y ajouter un message personnalisé avec vos conseils d'utilisation et la posologie adaptée. Il ne vous reste plus qu'à cliquer pour envoyer votre recommandation. Votre patient la reçoit directement par email et SMS afin de commander.
Sa cure sera livrée dans les 48 heures à domicile dans un format de sachet quotidien pour une prise facilitée et une meilleure adhésion à votre recommandation. Avec un sachet par jour, la prise de compléments alimentaires n'a jamais été aussi simple. Comme des milliers de thérapeutes, inscrivez-vous gratuitement sur complémentpro.com. Donc voilà, la vidéo l'a bien expliqué, mais Complément Pro, c'est quoi? C'est tout simplement une plateforme en fait qui est dédiée aux professionnels de la santé et qui vous permet de recommander de manière ultra simplifiée vos différents compléments alimentaires, différents laboratoires à vos patients et de les faire livrer ensuite chez eux, vraiment sous forme de petits sachets personnalisés, des petits sachets quotidiens pour améliorer l'observance, le bon suivi à chaque fois de vos recommandations par vos patients. Léa, je pense, vous partage le lien d'inscription dans le chat. En quelques mots, la proposition de valeur, c'est vraiment ça, hein. C'est un large choix de compléments alimentaires, différents laboratoires. C'est le fait de pouvoir recommander de manière simple depuis cette plateforme. C'est ultra simple d'utilisation et ensuite de pouvoir suivre les recommandations. Est-ce que mon patient a acheté? Est-ce que mon patient a terminé sa cure? Et tout ça sur un même outil. Vous avez différents laboratoires présents sur Complément Pro, dont Jolie Mama qu'on a vu aujourd'hui. Donc, si d'ailleurs vous avez des recommandations de laboratoire, n'hésitez pas à nous les envoyer aussi dans le chat. On essaye de répondre un maximum à toutes vos demandes pour que sur la même plateforme en soi, vous puissiez retrouver tous les compléments que vous avez vraiment l'habitude de recommander à vos patients. C'est une plateforme qui est entièrement gratuite, donc n'hésitez pas à vous inscrire, ça prend 1 minute. Et nous, après, on vous passe un petit appel pour vous présenter tout ça. C'est un appel d'une vingtaine de minutes dans lequel on va voir un petit peu comment fonctionne l'outil et ensuite on vous présentera bien plus longuement le catalogue et toutes les différentes fonctionnalités. Hop. Aussi, je vous invite à vous inscrire aux différents événements organisés par Complément Pro. Donc, les 2 webinaires à venir. Le premier, ça sera la semaine prochaine, jeudi prochain. On va parler d'une thématique assez spécifique, mais on a eu pas mal de demandes. On va parler des infections par Helicobacter pylori. On verra un petit peu comment cette infection, cette primo-infection est à la base protectrice et qu'ensuite, ça peut entraîner des problèmes au niveau de la santé du patient, des gastrites principalement. Et ensuite, le 14 février, donc on a un webinaire sur l'importance de la micronutrition, des compléments alimentaires, du bon suivi du patient pour la prise en charge des troubles cardiovasculaires. Et donc là, ça sera Marc Jacquemin, qui est docteur, qui viendra nous présenter tout ça. Léa vous partage également le lien dans le chat pour pouvoir vous inscrire à tous ces différents événements. Donc, n'hésitez pas. Et puis, pour rappel, de toute façon, en soi, vous pouvez vous inscrire même si vous ne participez pas. Le but, c'est de pouvoir recevoir ensuite les liens d'accès sur Complément Pro aux différents replays et aux différents supports. Donc, vraiment, n'hésitez pas. On va pouvoir regarder un petit peu les questions. Donc, il y en a eu beaucoup. Merci à tous d'avoir posé vos questions. Je ne sais pas si on aura le temps de tout traiter parce que sur l'heure, voilà, ça va être compliqué, je pense. Mais déjà, on va faire un maximum et s'il le faut, on récupérera les questions auxquelles on pourra répondre par la suite par mail. Ça vous va, Laura? On peut commencer? Très bien, on y va. Alors, bien, commençons. Alors, quand vous parlez du postpartum, vous ciblez jusqu'à combien de mois après l'accouchement par rapport aux besoins en micronutriments? Alors, c'est un très bon sujet. Ce que je ne vous ai pas dit au début, c'est que donc, je suis l'autrice d'un livre qui s'appelle « Je prends soin de mon postpartum » où vraiment j'ai mis tous les conseils. J'ai fait une énorme étude sur le postpartum, étant moi-même dans mon 3e postpartum d'ailleurs. Et c'est vrai qu'on n'est absolument pas renseigné et cette question est tellement légitime parce qu'en fait, il n'existe pas de période prédéfinie réelle. C'est-à-dire que le postpartum, médicalement parlant, c'est fini à partir du moment où on a le retour de couche. En réalité, la femme, elle peut être en postpartum même des années qui suivent l'accouchement. Elle se sent toujours un petit peu attachée à cette naissance parce qu'il y a une dépression du postpartum, parce qu'il y a des carences qu'elle traîne, parce qu'elle ne se sent pas détachée de ça et qu'elle n'arrive pas à évoluer. Donc en fait, le postpartum, il peut durer des années. Et c'est à nous de les accompagner pour que... Et moi, je trouve que c'est normal d'ailleurs qu'il dure des mois et des années. Mais c'est à nous de les accompagner si on sent qu'il y a une problématique, comme une dépression du postpartum notamment. D'accord. Donc, pour les probiotiques, est-ce que vous les recommandez pendant toute la grossesse ou au premier trimestre ou alors juste avant l'accouchement? Est-ce qu'il y a vraiment une fenêtre?
Ouais, il y a plusieurs choses et ça dépend de l'utilisation et ça dépend ce que vous voulez en faire. C'est-à-dire que la prise de probiotiques, elle est, il y a des études qui montrent que ça pourrait réduire le risque d'asthme chez l'enfant, le risque d'eczéma chez l'enfant et de toute façon, c'est toujours bénéfique d'avoir, pour la maman aussi, d'avoir un microbiote qui soit bien équilibré. Et après, il y a aussi en fin de grossesse et dans le dernier trimestre, que j'aime bien conseiller, c'est de faire justement de préparer la flore vaginale et ça se fait pas en une semaine avant. Il faut vraiment le travailler un peu avant. Et ça va être des souches qui vont être différentes en fonction de ce que vous voulez faire. Donc, je dirais plutôt deuxième trimestre si on est sur l'étude de l'asthme et de l'eczéma, et puis dernier trimestre si on veut améliorer notre flore vaginale. D'accord, mais pas sur les mêmes types de produits, alors pas sur les Pas mêmes sur les mêmes souches, il y aura souches. des spécifiques. Ok. Ouais. Concernant plus spécifiquement le complément que vous aviez présenté, donc Baby Bump de Jolie Mama, est-ce qu'il se trouve juste en pharmacie ou alors est-ce qu'on peut le retrouver aussi en ligne au-delà de la plateforme Complément Pro d'ailleurs sur Alors, laquelle vous pouvez le retrouver? oui, alors c'est vraiment enfin, Jolie Mama, c'est vraiment de très bons produits, extrêmement bien dosés et il y a une vraie recherche derrière. Le Baby Bump, euh, on, on en a discuté il y a des années et tant que ce n'était pas à la hauteur des attentes des fondatrices, elles ne l'ont pas sorti. C'est ça que j'aime et c'est pour ça que je le soutiens. Elles ont cherché quelque chose le plus près de leurs attentes et avec toutes les contraintes qu'on peut avoir de stabilité, de plein de choses. Donc, Jolie Mama, actuellement, c'est en ligne, mais il y a de plus en plus de pharmacies. C'est en train de rentrer en pharmacie. C'est pas simple, hein, pour être docteur en pharmacie, je vous le dis, c'est pas simple de rentrer en pharmacie. Mais j'espère sincèrement qu'on les retrouvera plus nombreux. Je crois qu'il y a quelques pharmacies en France ou peut-être ailleurs, je ne sais pas, mais il faudrait se renseigner. En tous les cas, je sais que c'est un vrai projet d'actualité. D'accord. Donc en termes de supplémentation postpartum, est-ce que c'est intéressant d'envisager le collagène? Alors oui, le collagène en postpartum, c'est pour moi indispensable dans la réparation des tissus osseux, des cellules, l'accouchement. Alors la grossesse déjà, c'est un fait, mais l'accouchement nécessite vraiment, a nécessité beaucoup d'énergie et on doit réparer, on doit se réparer. C'est pour ça aussi qu'on parle des 40 jours, le mois d'or qui suit donc la naissance. La maman est en réparation en fait. Il faut qu'elle prenne aussi ce temps pour elle et le collagène, c'est clairement un apport protéiné très intéressant et indispensable. Et d'ailleurs, Jolie Mama propose leur collagène dans le bouillon de poule qui est intéressant. D'accord. Et d'ailleurs, en parlant du bouillon, pour le bouillon d'os, est-ce que vous pouvez, c'est une des personnes qui demandait si vous pouvez prendre des os à moelle aussi? Alors oui, après, s'il y a des choses qui sont déjà faites et bien dosées en Ouais. collagène, autant aller directement vers quelque chose qui est très quali et bien encadré. Et en termes de dosage, vous conseillerez, quelles sont les recommandations en général sur le Et sur collagène? 5 grammes de collagène quotidien à peu près. Mhm. Ok. Pareil, toujours en termes de dosage, pour la vitamine D au quotidien, quels sont les recos pour la femme enceinte, désir de grossesse ou femme Alors, enceinte? c'est très particulier puisqu'en fait, ça se dose. Ça se dose et il faut qu'on sache si enfin, la femme enceinte est carencée ou non. Et à partir de là, alors il y a des praticiens qui préfèrent donner en systématique autour du 6e mois une ampoule bien dosée. Moi, je ne suis pas trop pour donner des ampoules bien dosées. J'aime du quotidien. Et s'il s'avère que la maman est effectivement carencée, alors de toute façon, il y a des périodes de vie où on est plus sujet à avoir besoin de vitamine D, comme la période hivernale. On sait que quand on est enceinte, on a une baisse d'immunité, donc la vitamine D peut être un plus. Et en postpartum, d'autant plus. Et on me demande souvent si, quand on allait, si la maman prend de la vitamine D, ça ne fait pas trop de donner aussi à son bébé. Il faut savoir qu'il y a une étude qui a montré que on peut donner jusqu'à 4000 enfin, il faut que la maman prenne jusqu'à 4000 microgrammes par jour pour que ça passe dans le lait maternel. Donc, c'est un sacré dosage. Il faut que c'est pas fréquent de prendre autant par jour. Mhm. Voilà. Ok, donc pas pour les grosses ampoules, parce que c'est vrai que la question revient souvent en général, hein. Les grosses ampoules, moi je suis pas contre. Ça va venir Mhm. stocker dans le foie, ça va venir descendre les stocks de magnésium. Et Mhm. alors, le seul avantage, c'est qu'on n'oublie pas. Voilà, c'est la seule chose. Si on sait Ouais. qu'on n'est pas assidu, qu'on n'arrivera pas à prendre au quotidien et qu'il y a une crise de carence dont on a vu les conséquences, diabète gestationnel, peut-être même prééclampsie, il faut alors prendre l'ampoule, même si je ne suis pas pour.
Ça Ok. n'empêche que moi. Il y a plein de nouvelles questions qui arrivent en plus. Pour toute la partie sur la fertilité, ça concernait principalement la femme ou c'était mix, c'était hommes et femmes Alors, c'est au vrai niveau des données? qu'on s'est concentré sur la femme puisque le baby bump, il est vraiment destiné à la femme en conception, Mhm. grossesse. Mais il y a toute une partie de l'homme des problèmes de méthylation, des problèmes de plein de choses, la choline, le DHA, tout ça. L'homme, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la femme quand on a le problème d'infertilité. On se rend compte aujourd'hui que l'homme a aussi toute sa place et que du coup, on va aussi chercher les éventuelles carences chez l'homme. Mais en termes de méthylation, on peut aussi lui proposer de la choline. Enfin, c'est un autre sujet, mais l'homme aussi doit être suivi quand il y a des problèmes de fertilité. C'est pas que la femme. D'accord. On a d'ailleurs une question par rapport à ça. Est-ce qu'on va proposer un webinaire pour la fertilité masculine? C'est possible qu'on ait un webinaire à venir Il y a sur ça, et j'ai lu la un fertilité. webinaire sur l'iode, parce que l'iode, c'est un vrai problème. Mhm. C'est très mal dosé. Les praticiens s'arrêtent au dosage de la TSH, qui n'est absolument pas significatif pour détecter, enfin, ce n'est pas suffisant pour détecter une hyperthyroïdie ou autre. Et donc, la femme Mhm. a du mal, peut-être, n'est pas assez fertile parce qu'il y a un problème. On peut déjà commencer par doser T3, T4 et les iodures sur 24 heures dans les urines. Et là, ça permettra d'avoir un vrai taux d'iode donc, sur une journée et voir si potentiellement il y a quelque chose. Après, aller faire une échographie de la thyroïde et de voir, parce que la thyroïde qui ne fonctionne pas, c'est une des premières conséquences aussi de l'infertilité. Oui. Ça ne peut pas fonctionner. Alors, après, il y a eu des questions un peu sur complément pro. J'y reviendrai un petit peu à la fin. La vitamine E, fertilité, grossesse et postpartum. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? La question n'est pas spécifique, mais Pas du coup, spécialement, il n'y a pas de non, il n'y a rien de spécial à dire sur la vitamine E. C'est pas, en tous les cas, oui, il est important, mais il n'est pas indispensable dans ce sujet-là, en tous les cas. est-ce que les gélules du baby bomb sont végétales? Est-ce que pour les Alors, personnes qui sont... non, Non. elles ne le sont pas, mais parce qu'il y a eu un souci de stabilité par rapport au DHA, donc c'était pas Oui. possible. Mais c'est souvent le cas quand on a les oméga 3. La vitamine K et l'allaitement, Alors, la vitamine K et l'importance. l'allaitement, c'est vrai que quand un bébé naît, il va avoir des doses de vitamine K quand il est allaité. Après, je ne comprends pas trop le but de la question, donc je ne sais pas trop ce qu'on attend dans la vitamine K et l'allaitement. Mais c'est vrai qu'à la naissance, on donne des doses de vitamine K pour l'enfant. Voilà. D'accord. Peut-être si la personne veut spécifier pourquoi vitamine K et allaitement. Pour les sources d'oméga 3, est-ce qu'il y a vraiment une source qu'on va privilégier, que ce soit du krill, de l'anchois, Alors, des versions oui, veggie? tout à fait. On va opter pour si on est donc sur une alimentation, un apport alimentaire, on va aller sur tout ce qui est des petits poissons gras, des maquereaux, des sardines, tout ça. Et puis on a aussi les huiles d'assaisonnement qui ne se cuisinent pas. On ne peut pas cuire ces huiles, donc l'huile de colza par exemple, de noix, enfin tous ces apports-là. C'est important d'en avoir quotidiennement. Il y a des huiles, l'huile quintessence maman par exemple, bah, c'est très riche en DHA, il suffit de l'assaisonner pendant la grossesse et même en postpartum, et on a les apports journaliers. En plus d'une supplémentation, c'est toujours indispensable. Mhm. Alors, bon, ça on l'avait déjà vu, puisque je passais sur la question du collagène, mais il y avait une question un peu similaire. Est-ce que vous recommandez aussi la prise, par exemple, d'huile de bourrache? J'imagine que c'est pareil, c'est pour Alors l'huile de bourrache, c'est riche aussi en oméga, ça s'oxyde beaucoup plus. Donc on ira plus sur de l'onagre que sur de la Ouais, bourrache, qui est un peu d'accord. Quel complément alimentaire pour une femme enceinte qui a des difficultés à dormir? Parce qu'on sait qu'il y a certains actifs qu'en effet, on reste sur des Alors, micronutriments plutôt classiques en général. alors déjà, on pense qu'on ne peut jamais donner de plantes, Mm. d'infusions, d'huile essentielle. Bien sûr, il y a toujours ça parce que c'est naturel, c'est pas dangereux. Voilà, Jolie Mama est en train de sortir justement ces fameuses ampoules pour aider au sommeil. J'y crois, au vu de la composition, j'y crois vraiment fortement. Et après, c'est à voir au cas par cas. Il y a toujours une cause du trouble du sommeil. Il faut aussi comprendre pourquoi, et quelles sont les causes, qu'est-ce qui l'empêche, est-ce que ce sont des réveils nocturnes, est-ce qu'il y a un stress. Et en fonction de ça, on va pouvoir adapter un petit peu l'application des plantes. Et sur les ampoules, vous pouvez nous dire un petit peu quelle serait la formulation, du coup? Alors, je la connais pas
Personnellement, je n'ai Ouais. pas travaillé dessus avec Jolie Mama. Je sais juste que ça sort là et qu'il y a des jeunes femmes qui testent justement D'accord, pour avoir chouette. leur retour. Est-ce qu'il y aurait, un peu comme pour les oméga-3, est-ce qu'il y aurait vraiment un type de fer spécifique, une forme plus assimilable à proposer pendant la grossesse? Donc on entend souvent parler du bisglycinate, selon vous, Le c'est bisglycinate, mieux? c'est clairement mieux, un fer qui sera chélaté, un fer qui va être... Le problème du tardiféron, pour dire ce qui est, c'est clairement le premier qui est prescrit par les médecins. Le tardiféron, il est très peu assimilé, donc il se retrouve en trop grosse quantité au niveau du système digestif et notamment des selles, ce qui fait des selles donc très noires, très dures, des troubles digestifs. Et donc, on a une grosse perte au final. Prendre un bisglycinate de fer va permettre une meilleure absorption, beaucoup moins d'effets secondaires, beaucoup moins au final de fer qui se retrouve pas utilisé, et donc la maman le tolère. Et on a trop associé le fer, la prise de fer, à des troubles digestifs. Donc il y en a même qui ne veulent même pas le prendre en premier lieu parce qu'elles savent que leurs copines, elles ont eu mal et qu'elles ne l'ont pas pris. Et on se retrouve avec des perfs pour l'avoir vécu, des perfs de fer en maternité. Ouais, ça C'est m'étonne pas. important de... Ouais. On en a parlé un petit peu tout à l'heure sur l'infertilité masculine. Est-ce que là, peut-être, il y a des compléments alimentaires que vous pourriez préconiser? Est-ce que, par exemple, les folates sont aussi importants que pour la femme? Les folates vont être importants. On a tout ce qui est autour de la méthylation. En fait, on a ce qu'on appelle l'épigénétique et donc l'activation aussi des gènes et ça. Mais aussi, autour de ça, il y a tout l'environnement, en fait. En premier lieu, il y a l'alimentation, il y a l'environnement. Cet environnement, il va aussi avoir une action sur ce qu'on appelle l'épigénétique et donc l'activation, le système de méthylation. Donc, il faut regarder la qualité des aliments. Pourquoi aujourd'hui on est obligé de supplémenter davantage? Parce que même si une femme est amenée à bien manger et à respecter tout ce qu'on lui dit, eh bien la qualité des aliments qu'elle a dans l'assiette ne sont pas suffisamment, n'apportent pas de nutriments suffisamment bons pour qu'elle remplisse ses apports journaliers. Donc on est souvent obligé de supplémenter. Et ben, c'est pareil pour l'homme, il faut absolument vérifier la qualité de donc alimentation bio de préférence et voilà, de petits marchés à côté, de choses vraiment les plus nature possibles. On évite le sucre, tout ce qui est pro-inflammatoire, tout ce qui est des aliments ultra transformés, tout ce qui est valable pour la femme d'une manière générale et aussi valable pour l'homme. Parce que pendant longtemps, l'homme, on ne le mettait pas en avant. C'est que c'était que la femme qui avait des troubles de fertilité. Très bien. Je pense qu'on va en faire une dernière parce que je sais que vous, à l'heure pile, il y a notre rendez-vous qui s'enchaîne. Ouais. Est-ce que vous conseillez parfois aux femmes enceintes de faire une détox avant la grossesse, on va dire? On pense souvent à ça, en fait, pour préparer le corps, en quelque sorte. Très bonne question. Alors, je déconseille la détox pendant toute la grossesse. Et c'est ce que j'avais écrit dans mon livre, c'est qu'en fait, si vous êtes amené à savoir que vous allez avoir, par exemple, une césarienne ou que de toute façon, vous allez avoir une péridurale et que vous voulez déjà préparer votre corps à l'élimination, les semaines qui suivent l'accouchement, on peut faire un mélange de PS, donc ce sont des extraits de plantes fraîches standardisés, très bien concentrés, qui vont permettre, donc radis noir artichaut par exemple, qui vont permettre de préparer le foie, mais on va être sur 2 semaines avant, pas plus, 10 jours, 2 semaines avant le terme. Ça peut être intéressant, oui. Bon, une petite dernière que je viens de voir passer dans le chat qui est assez spécifique, mais qui est assez intéressante aussi. Mais j'ai perdu. Ah oui. Est-ce que vous avez des idées de compléments à proposer à une patiente pour favoriser la vascularisation de l'endomètre, pour obtenir une meilleure épaisseur, par exemple, dans le contexte d'une PMA? Alors là, je vous avoue que là, tout de suite, Regardez, ça pourrait être elle intéressant. est très précise. Moi, je ne suis pas dans ce parcours-là de PMA. Je ne pourrais pas vous répondre. Là, tout de suite, il faudrait que je fasse une petite recherche. Il faudrait regarder. Mais il doit y en En soi, avoir. il y a plein de questions auxquelles on n'aura pas eu le temps de répondre, mais à la limite, nous, on peut faire un petit listing et comme ça, si vous avez un peu de temps, c'est la fin de la semaine pour répondre et on pourra répondre à chacun des participants. Merci beaucoup pour la présentation qui était vraiment hyper claire et pareil pour les questions, pour toutes vos réponses qui étaient très claires aussi. On a eu beaucoup d'interactions, donc ça fait toujours plaisir. Et puis éventuellement une prochaine fois pour un autre webinaire, peut-être sur la fertilité masculine aussi, je ne sais pas, parce qu'on a eu beaucoup de demandes du coup également. Oui. Ah oui. C'est vrai qu'on le fait moins souvent, mais merci beaucoup en tout cas. Merci à vous tous d'avoir été présents aujourd'hui.
Et puis à très bientôt. Au Merci revoir. beaucoup. Bonne fin de journée à vous tous.